Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette projection exceptionnelle qui va clôturer la rétrospective que nous avons consacrée à Amos Gitaï. C'est déjà dommage de la clôturer, mais vous pouvez de toujours encore la prolonger jusqu'à la fin de l'année, ou jusqu'au 6 janvier pour être précis, au musée de l'Élysée, puisque l'exposition Amos Gitaï, architecte de la mémoire, s'y déroule encore et toujours, et que vous pouvez y trouver autant au musée de l'Élysée qu'à la Caisse, ici au cinéma, au Casino de Montbenon ou évidemment sur notre site. Toujours en vente le livre qui a été consacré par Gallimard, livre magnifique sur justement Amos Gitaï, architecte de la mémoire. Mais Amos Gitaï nous a fait l'amitié de nous faire une sorte de cadeau. Et ce soir, c'est vous qui allez le recevoir, ce cadeau. C'est que Amos, comme vous le savez, est un cinéaste prolifique, qui a réalisé déjà un nouveau film, après que nous ayons présenté Anna Rabia en début de ce cycle, film qu'il a présenté hors compétition au Festival de Venise. Ce film n'a, je ne crois pas, été montré ailleurs depuis Venise, et nous avons l'honneur de vous le présenter en toute avant-première, en quelque sorte. Vous êtes, au fond, les premiers vrais spectateurs du film après le Festival de Venise, et vous allez le découvrir en sa compagnie. Moi, j'aimerais saluer la communauté israélite de Lausanne et du canton de Vaud qui a participé à l'organisation de cette soirée exceptionnelle. Et j'ai le plaisir d'accueillir tout simplement Amos Gitaï. Bienvenue. Troisième fois. Voilà. Frédéric. Alors, à nouveau, je suis ravi d'être chez vous. Et ce soir, c'est Tzili. C'est peut-être le premier film presque entier en yiddish. Depuis 1947, le dernier film complètement en yiddish était tourné à Varsovie, mais apparemment pas diffusé parce que les partis communistes de cette époque ne souhaitaient pas diffuser le film. Et cette film-là, effectivement, on a fait en yiddish. C'est une adaptation d'un texte d'un très grand écrivain, Aaron Appelfeld, qui a écrit surtout sur son expérience dans Holocauste et dans la Deuxième Guerre mondiale. Moi, j'ai choisi il raconte l'histoire des femmes, des jeunes femmes captées des zones de guerre pendant la guerre. Tout le travail avec Appelfeld était une expérience formidable. Parce que Appelfeld, c'est un écrivain qui n'essayait pas d'instrumentaliser cette expérience. Il a resté dans sa façon laconique d'expérience des jeunes femmes captées par la guerre, comme je dis. Et moi, j'ai décidé d'incarner ce rôle de femme, de Tzili, par trois actrices, deux qui vont être sur l'écran et un autre qui va être par sa voix. Mais je crois qu'il ne faut pas parler trop long avant le film. Alors, je suis très content d'être ce soir. Et de toute façon, on va venir tout à l'heure pour parler un peu sur le film. Absolument. On se retrouvera ici à la fin de la projection pour en parler avec vous, pour parler plus loin des choix aussi stylistiques que Amos Gitaï a fait par rapport à ce film passionnant. Et j'aimerais juste vous signaler une toute petite chose. À la fin du film, après le générique, ne vous étonnez pas, il y aura un noir et de la musique. Laissez-vous porter par cette musique, elle fait encore partie du film. Voilà. Et ne vous paniquez pas, c'est pas qu'il y ait une panne ou quoi que ce soit, c'est tout à fait normal. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Ciao. C'est difficile de revenir à la parole après un moment de silence comme celui qu'on vient d'entendre. Mais je vais essayer. Ma première question, après évidemment ce sera aussi à vous de poser des questions si vous le souhaitez, mais je vais commencer. Pour rebondir sur ce que tu disais au tout début, parce que c'est ce que tu as dit en premier, et je pense que c'est important de parler du pourquoi des trois. Pourquoi les trois Tzili, pourquoi les trois âges, pourquoi les trois voix, une voix et deux corps.
comment c'est arrivé à la lecture du roman d'Appelfeld d'avoir envie au fond de faire incarner Tsili par, non pas par un personnage, de sortir du réalisme pour aller dans un autre regard, dans une autre manière de raconter cette histoire. Bon, je crois qu'Appelfeld, effectivement, il confronte une des plus grandes questions de transmission, c'est-à-dire les non-dits. Comment on peut transmettre par les non-dits, c'est-à-dire pas par une démarche illustrative, didactique, etc., mais par les non-dits. Et comme je dis tout à l'heure, on a eu un dialogue extrêmement agréable. C'est un homme douce, intelligent. Il n'a pas appliqué aucune force d'écrivain parce que je connais quelques écrivains qui étaient envie que j'ai fait adaptation de leurs textes, mais ils m'ont toujours dit qu'ils sont envie qu'effectivement le film devient illustration de ces textes, et j'ai refusé parce que je trouve qu'il s'agit toujours de dialogue entre les deux médiums. C'est pas, la grande littérature, elle n'a pas besoin de cinéma, elle est autonome. Alors si on fait un film à partir d'un texte de très bon niveau, il faut que ce soit un dialogue. Il faut qu'on reste fidèle à l'aspect profond du projet, pas tellement d'être descriptif vis-à-vis d'un texte. Moi, j'ai aussi, à travers des expériences de Rivka, parce que sa mère était à Auschwitz, alors j'ai toujours compris que effectivement, cette femmes qui sont entrées à la guerre à l'âge de 16, 17 ans, etc., il y avait toute une partie de leur jeunesse qui était volée, qui avait une sorte de trou noir, qui ne vont jamais avoir l'occasion de revivre cette jeunesse, les joies, la légèreté de cette époque. Alors j'ai fait une sorte de coupe, pour revenir, Frédéric, à ta question, j'ai fait une sorte de coupe, c'est-à-dire j'ai dit, bon, alors il y a un trou, il n'y a pas une continuité, il y a un trou entre cette décilée aussi. Lia Koenig, peut-être la plus grande actrice de théâtre yiddish encore vivant, elle a fait les voix des troisième Tsili qui existe par la voix. La représentation justement de la période de guerre, dans cette représentation, il y a au fond deux mondes qui s'affrontent d'une certaine façon, qui sont le son et l'image. Dans le sens où il y a un nid, il y a cette fixité du nid qui va se créer, tu restes concentré sur ce nid, et de l'autre côté, il y a un autre monde qui existe là autour, qui tourne tout le temps autour d'Etsili et de Marek, monde qu'on entend par les bruits, mais aussi par cette confrontation avec la nature. C'est aussi, même dans le son, il y a deux mondes qui s'affrontent. Au fond, à quel moment c'est arrivé ce désir justement de mettre les choses à la fois ensemble et séparées entre le monde de l'image et le monde du son? C'est-à-dire ils sont complémentaires. Les sons aussi, si le cinéma il ne doit pas avoir un rapport illustratif vis-à-vis des textes littéraires, le son il ne doit pas avoir un rapport illustratif vis-à-vis de l'image. C'est-à-dire c'est une série de rapports de médiums autonomes, une sorte de dialogue, et qu'il a beaucoup de couches. C'est des sites archéologiques qu'un film, il y a un dialogue entre différents médiums d'interprétation, et le son devient une voix supplémentaire qui aide à interpréter. Alors le film, dans ce sens, il va même dans un sens un peu plus radical que les textes d'origine, c'est-à-dire que j'ai choisi comme une sorte de situation de Beckett, de ce trou dans lequel se trouvent des êtres humains dans la nature, qui sont, c'est la seule chose qui les protège, c'est la nature contre les sauvageries humaines. Et aussi à la fin, il y a cette série de newsreels que j'ai trouvée dans les IVO, c'est l'Institut Yiddish à New York, des newsreels de Stettel, vraiment quelques semaines avant la guerre,
qui était tourné par des caméras amateurs. Et l'Institut d'Ivo, il avait la générosité de nous mettre à disposition cette série d'images des gens qui, la grande majorité, sont disparus. Pour revenir au yiddish, justement, le film fonctionne par couches successives, notamment aussi au niveau du langage. Je crois que pendant plus de 10 minutes ou presque 15 minutes, on entend, il n'y a pas de mots, ensuite la langue arrive, et à la fin, les langues se superposent, se mélangent, il y a du russe, il y a de l'allemand, il y a toutes les langues qui viennent ensemble. Alors justement, déjà pourquoi as-tu choisi de tourner en yiddish, de revenir à cette langue-là, et après, pourquoi justement, à un moment donné, toutes les langues se superposent? C'est-à-dire, Appelfeld lui-même, il est grandi à Tchernovitch, c'est-à-dire sur la frontière entre la Roumanie et Tchernovitch. Aujourd'hui, il est sud de l'Ukraine. C'était la Galicie orientale, parce que c'était un parti de l'Empire austro-hongrois. Il est grandi dans une famille plutôt bourgeois. La langue de son enfance était l'allemand, même pas le yiddish. Mais comme il a vu effectivement sa mère assassinée devant lui par les SS avec les collabos ukrainiens, alors en arrivant en Israël à 1946, il a pris la décision de ne plus écrire jamais dans la langue allemande. Il a décidé d'écrire strictement en hébreu. Alors il était placé dans un kibbutz. Et là, chaque soir, il a pris par les textes bibliques. Il était une sorte d'autodidacte de la langue hébraïque. Et tous les textes qu'il a écrits, c'est en hébreu. Et pas en yiddish ni dans autre langue. Mais comme on a avancé vers le tournage de film, j'étais allé lui voir, je lui ai dit, je comprends le geste, parce que tu n'as plus envie d'utiliser la langue allemande, mais dans les vérités historiques, c'est-à-dire la langue des Juifs de l'Europe centrale, de Mitteleurope, etc., c'était le yiddish. Alors moi, je vais faire le film en yiddish. Il m'a dit, ok, non, ça l'a plu. Et après, effectivement, le grand projet, c'était aller chercher des comédiens qui peuvent parler yiddish. Et j'ai passé presque 2 ans de chercher des... Parce qu'aujourd'hui, le yiddish est strictement utilisé chez les ultra-orthodoxes. Ce n'est pas une langue qui existe dans le quotidien. Et c'est seulement les gens très, très âgés qui utilisent le yiddish. Alors, finalement, j'ai décidé de choisir ce groupe de comédiens qui étaient vraiment un engagement très fort vis-à-vis du projet. Et ils ont vraiment appris le yiddish pour le film. Parce que j'étais envie, effectivement, comme un geste, de faire le film en yiddish. Parce que quand même, le fait qu'au moment où Israël s'est constitué, ce soit l'hébreu qui se soit imposé, comme Appelfeld qui a appris l'hébreu lui-même de façon autodidacte, la langue est aussi une rupture à un moment donné. Il y a eu un moment donné où il y a eu une rupture par rapport à cette langue-là qui racontait une autre histoire. Donc, est-ce qu'il n'y a aussi pas une forme de rupture par rapport à la mémoire? C'est-à-dire, c'était le projet sioniste de créer une langue qui va réunir tous les diasporas, c'est-à-dire que les juifs du Maghreb et du monde arabe utilisaient plutôt les latinos. Et les juifs d'Europe centrale de yiddish, mais il y avait beaucoup d'autres langues. Alors d'ailleurs c'est le sujet de la thèse de ma fille, alors je ne vais pas faire un speech de sa part, mais c'est-à-dire il y avait un acte de rupture pour créer une autre identité, l'identité israélienne. Et d'ailleurs, Appelfeld, d'une façon très particulière, il a adhéré à ce projet, parce qu'il a écrit un hébreu. Ouais. Peut-être une dernière question de ma part, après je passerai la parole à la salle, c'est la dimension musicale, puisque même si le film lui-même est très musical par rapport au son de la nature, au chant des oiseaux, etc., mais tout d'un coup la musique fait irruption dans le violon. Le violon fait irruption dans le film, et pour toi, qu'est-ce que le violon représente, enfin qu'est-ce que la musique représente à ce moment-là où on a tous ces gens qui vont aller, enfin qui vont probablement partir vers la Palestine?
C'est-à-dire, comme un enfant, mon père, il a joué la violine, alors il était même envie que moi j'allais apprendre la violine, mais j'étais pas très bon. Le violon, c'est un instrument musical très attaché au destin juif parce qu'il est très nomade, c'est-à-dire qu'on peut bouger d'un endroit à un autre avec le violon, c'est pas très lourd, c'est pas très compliqué. Et c'est pas un hasard qu'il y a beaucoup de grands violonistes qui sont d'origine juive. Alors, je demandais cette personne extrêmement douée, Alexei Kochakov, qui émigrait tout seul de Oural, des montagnes de Oural. Il a décidé à l'âge de 17 ans d'émigrer à Israël. Moi, je l'ai raconté en Israël. Et le premier travail qu'il a fait avec moi, c'était dans le grand spectacle que j'ai fait pour l'ouverture du Festival d'Avignon avec Jean Moreau. Et lui, pour ce film-là, il incarne cette idée qu'effectivement, comme vous avez constaté, comme il y a la guerre, il n'y a pas de musique. C'est qu'il y a du bruit. Et c'est seulement comme la guerre est terminée, on commence à écouter une sorte de résurrection de la musique, presque comme les flûtistes de Hamelin, qui fait une sorte de résurrection de tous ces gens qui arrivent de faire revenir. C'est-à-dire, c'est vraiment comme Appelfeld lui-même, il dit, c'est seulement comme les témoins directs de l'Holocauste, ils sont en train de disparaître. Alors c'est seulement l'art, la littérature, le cinéma, l'art plastique, la danse qui vont faire exister la mémoire. Et je crois qu'effectivement, à travers de ce talent d'Alexei, avec on a collaboré aussi avec un autre musicien israélien qui a fait l'arrangement des musiques de fin, et je trouve qu'ils ont fait un travail extrêmement émouvant. À vous la parole, il y a des micros qui circulent. Ici devant, il y a une question. Est-ce qu'il y en a derrière, là, monsieur? Peut-être on commence par monsieur là-bas. Oui, vous pouvez relever la main pour... Voilà, là-bas, monsieur avec les lunettes. Ah, il y en a déjà une. Le micro arrive, voilà. Par l'autre côté. Excusez-moi, pour que tout le monde vous entende, merci. Alors d'abord, évidemment, je pense comme tout le monde, merci Amos pour tant de beauté et de spiritualité, une fois de plus, dans votre œuvre. Et je voulais vous poser 3 petites questions. La première, c'est que la partie forestière du film m'évoquait aussi, au-delà de ce dialogue entre guerre, etc., m'évoquait le Jardin d'Éden, mais presque à l'envers, mais en même temps il y avait un côté presque de paradis, excusez-moi de dire ça, et ça m'évoquait aussi d'ailleurs un passage d'un psaume, heureux l'homme qui se tient loin des méchants, et la deuxième question, c'est, je n'ai pas pu identifier les uniformes des hommes qui, vers la fin du film, remettent en captivité les gens. Est-ce que c'est une allusion, par exemple, au fait que les armées nouvellement communistes des pays comme la Pologne, etc., et la Russie ont parfois réinterné d'anciens déportés, ou est-ce que ça n'a rien à voir? Voilà, merci. La réponse est oui. À la fin. D'accord. Et sur le Jardin d'Éden, pour les 2 sujets? C'est-à-dire, comme je dis dans les séances précédentes, moi je ne peux pas sous-doctriner un film que je viens de faire. Alors, je crois que vous êtes si bien placé que moi, vous les spectateurs, mais vous individuellement, de faire un travail d'interprète, de faire les liaisons que vous touchent. Alors, je ne vais pas créer une sorte de doctrine stricte d'interprétation. Monsieur avait une question ici, devant. Mais je vous remercie pour votre commentaire. Bonsoir. Dans le générique, à la fin, il y a des remerciements spéciaux pour les frères Dardenne. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu les remercies? Est-ce qu'il y a quelque chose de commun entre Rosetta et Tilly? Et si oui, quoi? Peut-être que là aussi je devrais interpréter moi-même, mais je me permets quand même de poser la question.
C'est-à-dire les frères Dardenne et Denis Fred étaient coproducteurs au début de ce projet. Et après, ils ont été plus consumés par leur travail de cinéaste. Je les remercie quand même. Mais je remercie également à Philip Roth parce qu'il a écrit un très bel texte sur ce texte particulier de Aaron Appelfeld de Tzili. Il y a un très bel texte de Philip Roth. Alors, ils sont tous remerciés. D'autres questions? Non? Courageusement, n'hésitez pas, hein, c'est pas... Ici. Oui, je voulais faire un commentaire sur le fait que, enfin, sur l'armée qu'on voit à la fin du film. D'après les uniformes, moi je dirais que c'était l'armée soviétique. Et puis il y a les mémoires d'une femme qui a été déportée du sud de la Bukovine, et elle dit qu'en fait, elle est retournée avec tous ceux qui avaient survécu aux hivers dans les villages ukrainiens, avec l'armée soviétique vers la Roumanie, vers la Bukovine qui était divisée en deux, enfin une partie en Ukraine, une partie est restée en Roumanie. Mais bon, il ne parle pas d'internement des rescapés de cette déportation en ce qu'on a appelé la Transnistrie. Il ne s'agit pas des camps de Pologne. Voilà. Et où Appelfeld était aussi déporté en fait. Il était pas envoyé dans un camp, mais déporté en Transnistrie. Et là, il s'est échappé, il a vécu dans la forêt. Bon, j'ai vu son roman, son livre. Mais là, vous parlez d'Appelfeld précisément. Oui. Pour que ce soit clair pour tout le monde. Il y a des souvenirs d'une autre personne encore qui décrit qui a été déportée, qui a vécu dans un village, dans des conditions extrêmes, des gens qui mouraient, mais elle s'en est tirée, elle est rentrée quand l'armée soviétique est arrivée et a avancé vers la Roumanie. Je ne veux pas défendre l'Union soviétique, pas du tout, mais bon, c'est ce qu'elle raconte, et puis je crois ce qu'elle raconte. Oui. Malgré qu'il y a des choses défendables, parce qu'elle a aidé des victoires sur Hitler d'une façon importante. Alors il faut quand même rendre hommage parce qu'avec tous les gloires des Américains, ils sont rentrés à la guerre strictement après Pearl Harbor. Et c'est vraiment les grandes lourdeurs de victimes étaient d'abord payées par la Russie. L'Angleterre et la Russie. Churchill était le premier qui a vu les dangers de montée de pouvoir de Hitler. Il y avait encore je ne veux pas faire les leçons d'histoire, mais il y avait l'accord Molotov-Ribbentrop. Et plus tard, mais les grandes pertes étaient vraiment, comme l'Europe, la grande majorité était soumise aux Allemands, Pétain en France, etc., etc. Alors quand même, le courage des Russes a aidé beaucoup de craquer les machines nazies, quand même. Moi, je voulais juste te poser une question, peut-être aussi, juste avant de repasser peut-être la parole à la salle. C'est une question sur la naïveté. Parce que la naïveté, c'est pas le bon mot, plutôt peut-être l'innocence, enfin l'innocence ou la naïveté. Parce qu'il y a cette part qui rejoint ce que disait peut-être monsieur par rapport au Jardin d'Éden, mais enfin, il y a cette part d'innocence dans la figure de Tzili telle que tu la représentes, qui est confrontée à un monde qui la dépasse, mais ça c'est aussi, je crois, présent dans les livres d'Appelfeld, et je crois que c'est important aussi pour toi et pour lui qu'il y ait cette dimension-là dans la figure de Tzili. Peut-être de l'innocence qui reste jusqu'au moment où on la voit pleurer à la fin. Oui. Merci. Voilà. Il peut répondre longtemps, mais un petit peu plus. Tu veux dire encore quelque chose? Non, mais je crois qu'effectivement, comme tu as dit au départ, c'est très compliqué d'animer
animé en salle qu'après un film que je crois qu'il a son impact, alors il faut laisser l'impact disséminer. Les gens sont intelligents et de bons interprètes. Et merci beaucoup pour l'invitation. Et peut-être à la prochaine fois. À la prochaine fois, là, on est déjà en train de prendre des rendez-vous. On peut applaudir vous. Merci Amos d'être venu, de nous avoir rejoints. Merci à toi.